Et pour commencer, je vais appeler, puisque Serge Auru n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour tout un tas de raisons, Éric Poincelet, le patron de Polytrack. Oui, bonjour. J'aimais bien cette affiche faisant croire que j'étais Serge Auru, mais en fait non, Serge Auru est beaucoup plus petit et il est surtout tout chauve. Il m'en reste encore un petit peu. Mais le fait qu'il n'ait pas pu venir est un plaisir pour moi parce que je vais pouvoir vous dire des choses qu'il n'aurait pas osé dire en ce qui le concerne. Serge Auru est en fait la cheville ouvrière qui a convaincu Anne Hidalgo de vraiment rentrer en guerre contre le diesel. Elle est rentrée en guerre contre le diesel plus d'un an et demi avant le Dieselgate. On avait eu par des imprudences de constructeurs que je ne citerai pas parce qu'il y en a quelques-uns dans cette salle, on avait eu quelques notions de comment le diesel, les tests étaient un petit peu, on va dire, arrangés, optimisés. Et donc en fait on a pris conscience qu'un jour ou l'autre ça allait remonter forcément. Et tout ça c'était plus de 18 mois avant le Dieselgate. Et nous avons commencé et Serge Auru a convaincu Anne Hidalgo de s'engager dans ce combat où elle n'avait que des coups à prendre. Il faut quand même le savoir. Elle nous a dit mais vous êtes sûr ? Parce qu'on a été quand même, on a essayé d'être très convaincant en lui montrant les chiffres de l'OMS, en lui montrant des rapports qui n'étaient pas publics. Et elle a dit bon ben j'y vais, tant pis, j'y vais. Et vous savez un petit peu les conséquences que ça a eu. Il y a eu un Hidalgo bashing qui continue toujours aujourd'hui et qui est toujours très violent et qui est quelquefois financé par des groupes qui n'ont pas envie que le diesel s'arrête. Donc Serge Auru a été la cheville ouvrière. Moi, je l'ai connu quand j'ai travaillé avec Raymond Barre. Je travaillais près de 10 ans avec Raymond Barre. Alors, pour les plus jeunes, vous regardez Wikipédia, Raymond Barre, vous verrez, ça a été un grand personnage. Et donc, je travaillais pendant 10 ans avec Raymond Barre, qui souffrait d'un diabète assez avancé. Et lorsqu'il est devenu le maire de Lyon, c'était son dernier mandat politique, il a été Premier ministre, il a été le premier vice-président de la Commission européenne. Ça a été un personnage qui a eu une carrière assez extraordinaire. Et quand il est devenu maire de Lyon en fin de carrière, son diabète s'est aggravé. Et il a compris que c'était à cause de la pollution. Lyon est une des villes les plus polluées d'Europe parce qu'en fait, au lieu de mettre l'industrie au nord comme le font toutes les villes, puisque les vents dominants sont du nord-ouest au sud-ouest, du sud-ouest au nord-est, eh bien Lyon ayant besoin du Rhône et de la Saône pour justement la vallée de la chimie, toutes les fumées d'usines pendant très longtemps ont remonté et traversé Lyon. Donc Lyon a été une ville polluée, il l'est toujours aujourd'hui. Et c'est pour ça que Raymond Barre, qui en était devenu le maire, a vu ces conditions s'aggraver. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à ces problèmes de diesel, ces problèmes d'émanation, ces problèmes de pollution urbaine. Ça fait donc maintenant... je me suis mis au service de Raymond Barre en 98, donc on a mis quand même plus de 15 ans à faire que le diesel soit reconnu comme cancérogène certain par l'OMS. Donc la boîte de Pandore étant ouverte, tout a déclenché ce que vous connaissez, et je crois qu'on va positiver, mais je tiens à rendre hommage à Serge Auru. Je l'avais connu à l'époque où il était directeur général du WWF, et c'est à cette occasion, parce qu'il participait à ce que je faisais avec Raymond Barre, c'est-à-dire le Davos des sciences du vivant, c'est à cette occasion qu'on a commencé à bien sympathiser. Et quand il a quitté le WWF, il s'est engagé auprès d'Anne Hidalgo à l'accompagner et à convaincre qu'il fallait faire quelque chose. Alors pourquoi Anne Hidalgo ? Pourquoi Paris ? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire évoluer des gouvernements, vous ne pouvez pas faire évoluer l'Europe, vous ne pouvez pas faire évoluer les Nations Unies, vous ne pouvez faire évoluer que les villes. Et c'est un petit peu la conscience qu'on en a eu très vite, c'est ce qui explique le C40, alors faites aussi c40.org si vous voulez regarder ce que c'est. C'est-à-dire que les villes ont pris conscience, ça s'est passé à San Francisco, je crois que Jacques en parlera tout à l'heure. Le C40, c'est une association de villes. Les villes ont pris conscience qu'en fait, elles représentaient 50% de la population mondiale et 70% des gaz à effet de serre. Donc si elles s'occupaient d'elles-mêmes, en même temps, par ricochet, elles auraient résolu un très grand problème de changement climatique. C'est pour ça qu'on s'est attaqué à la pollution urbaine, parce que si vous résolvez le problème de pollution urbaine, vous avez résolu beaucoup d'autres problèmes. Voilà, j'ai été assez bref. Ce personnage est tout à fait exceptionnel. Il est d'une fidélité absolue auprès de Anne Hidalgo, et c'est pas toujours facile. Voilà. Alors pourquoi Paris ? Paris, c'est la capitale, d'accord, mais Paris ne peut pas réussir seul. Il fallait que Paris le fasse, il fallait que Paris s'engage, mais Paris ne réussira que si Marseille, Nice, Lyon, les villes françaises, mais aussi les grandes villes du C40 s'engagent derrière, et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Vous en êtes les témoins ici. Donc il faut que l'exemple de Paris soit suivi, mais qu'il soit suivi rapidement. C'est très important que les villes s'engagent derrière elles, les villes tant en France que les villes au niveau international. Alors, pour faire le lien, avant d'introduire Polytrack dont tu vas parler, ce matin, Madame Artis rappelait l'action du maire qui était essentielle sur son territoire. On l'a vu pour la ville de Vence, mais c'est vrai pour toutes les échelles de ville, bien évidemment. Et pour la petite histoire, mais c'est off,
En fait, c'est parce qu'il y a eu hier la Paris sans voiture, donc il y a eu effectivement de la pollution qui est descendue très basse, on est descendu à moins de 5 microgrammes par mètre cube, et en fait tous les gens sont rentrés, avant-hier, pardon, c'était dimanche, tous les gens sont rentrés à partir de 20h, 21h, et le pic de pollution a remonté d'une façon assez drastique, et en fait Serge fait une allergie au ce qu'on appelle le polluen, qui est une combinaison de pollution et de pollen, donc il vous excuse, il n'était pas présentable aujourd'hui. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait avec Polytrack? C'est quelque chose qu'on a fait en discutant donc avec le cabinet d'Anne Hidalgo. Il voulait très vite que l'on ait avoir un outil dont il puisse disposer, un outil qui ne demande pas avoir fait Polytechnique plus 35, mais quelque chose qui soit utile, que l'on puisse maîtriser en termes de dashboard en un quart d'heure. Le test, c'était si Anne Hidalgo sait s'en servir au bout d'un quart d'heure, vous avez gagné. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire un dashboard qui fait qu'on apportait un outil qui n'existait pas, qui est ce qu'on appelle un hotspot tracker, qui soit en quelque sorte un chasseur de hotspots de pollution. On ne cherche pas à avoir les meilleures mesures de la Terre, on ne cherche pas à avoir 10 chiffres après la virgule pour savoir combien il y a de PM dans tel et tel endroit. On cherche seulement à savoir, à trouver, à identifier, à qualifier les sources de pollution endogène. Beijing l'a très bien écrit récemment, 70% de la pollution dans une ville est d'origine endogène. Ce n'est pas le charbon allemand, c'est ce qui se passe chez vous, c'est les bouches d'aération du métro, c'est les parkings souterrains, c'est un tas de choses, on a vu les crématoriums du Père-Lachaise, ça a été un peu notre surprise. Ce sont des choses qui sont assez surprenantes, mais il y a des hotspots endogènes sur lesquels on peut très bien intervenir parce qu'il n'y a rien de plus facile que de contrôler les PM2,5. Alors voilà ce qu'on a fait. On a simplement donc décidé de se baser sur des flottes professionnelles. Vous savez que maintenant tout le monde fait des capteurs individuels, c'est très sympa, mais il y a des drifts de spécification. Là, on est sur des flottes professionnelles. On recalibre les capteurs tous les jours. On a un contrôle par rapport à des stations fixes. C'est extrêmement important. On le fait rue par rue avec une possibilité de zoom jusqu'à l'échelle du GPS. On travaille sur les données historiques et sur les données temps réel. Le temps réel, c'est super. Ça vous permet de voir qu'il y a 2 bus qui sont coincés dans tel carrefour. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment d'identifier les sources chroniques que vous voyez au bout d'un an de résultats, ou en tout cas sur base saisonnière, parce qu'il y a énormément de différences d'une saison à l'autre. Et puis, on s'est mis aussi uniquement sur les PM2,5 pour une raison assez évidente, c'est qu'en fait, on a beaucoup de nos correspondants qui sont basés en Asie et qui nous ont fait comprendre que le PM10, c'était le charbon. C'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas sympa, mais le vrai danger, c'est tout ce qui permet de rentrer systématiquement dans l'organisme, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 2 microns et qui rentre, donc c'est les PM2,5 au sens large du terme, et qui rentre par les alvéoles, donc qui franchissent les barrières alvéocapillaires, et puis à terme, bien sûr, les PM 0.1, mais ça on a encore un petit peu de temps, qui elles passent par le plexus olfactifs et qui franchissent la barrière hémato-encéphalique et qui sont à l'origine de beaucoup de maladies neurodégénératives. Regardez autour de vous, si vous n'en voyez pas, c'est que vous en êtes atteint. Donc en fait, ça a été un process qui a duré quand même, oui, le temps passe vite. L'idée est venue en 2014, donc c'était pendant la préparation de la campagne d'Anne Hidalgo. On a commencé à travailler sur l'outil qui permettait d'eux. On a fait les premières enveloppes solo à ce moment-là pour essayer de se protéger, sachant qu'on savait que les Américains n'étaient pas très loin. Ils ne sont jamais très loin d'ailleurs, mais je pense que Jacques va en parler. 2015, on a fait le premier bêta-test à l'occasion de la COP21. Donc nous avions 21 voitures Autolib qui tournaient H24 dans Paris. En fait, pour voir si ça marchait, ça marchait tellement bien qu'on a effectivement prolongé pendant plus de 6 semaines. Et en fait, on voyait même les barrages de police, parce que les voitures de police, les cars de police sont toujours en train de tourner, comme vous le savez. Donc on identifiait même ça, c'était tellement précis qu'on le voyait. Juste avec un début de 21 voitures. Donc imaginez ce qu'on arrive aujourd'hui avec plusieurs centaines de véhicules. Pardon. En 2016, donc on s'est mis en partenariat avec les mines de Douai pour faire toute la qualification des capteurs. C'était extrêmement important. C'est une équipe fantastique qui travaille avec le LCSQA. On a ensuite commencé à diffuser tout cela, à faire plusieurs POC réguliers. Et en fait, on a décidé d'y aller plein champ en 2017. On a annoncé effectivement qu'on lançait Polytrack avec Anne Hidalgo le 22 mai 2017. Et depuis, c'est une montée assez rapide puisqu'on est aujourd'hui sur Paris avec 300 véhicules. On vient de signer avec Renault et Marcel pour installer bientôt toute une flotte de Zoé électriques qui vont parcourir Paris, qui vont faire remonter plus de 200 000 données PM2,5 chaque jour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Paris, vous n'avez qu'une station PM2,5 dans le centre piétonnier de Beaubourg. Donc on va passer d'une donnée toutes les heures à 200 000 données par jour. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même rapidement évolutif.
Et puis 2018, c'est aujourd'hui, on est en train, demain on sera en train de lancer l'opération sur la vallée de l'Arve pour aller justement essayer enfin de trouver quels sont les hotspots sur la vallée de l'Arve. Nous avons déjà aussi installé la métropole européenne de Lille en 48 heures. On a installé une centaine de véhicules sur l'île qui sont en train de faire toute la métropole. On se focalise sur les PM2.5 parce qu'on pense que c'est les plus dangereuses aujourd'hui. Il y en aura certainement d'autres encore plus dangereuses, mais aujourd'hui c'est la priorité et ça n'est pas suffisamment couvert. Il y a des recommandations, il n'y a pas de contraintes au niveau européen et c'est dommage. Alors que quand vous voyez en Asie et aux États-Unis, c'est vraiment la PM2.5 qui regarde, ils ne regardent pratiquement plus la PM10. Donc c'est vraiment notre priorité absolue. Ça c'est ce qu'on a découvert, c'est juste pour vous montrer une des cartes. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière, enfin il y a beaucoup de lumière donc vous ne la voyez pas forcément, mais ça c'est juste un exemple d'une journée, je crois de mémoire, Philippe, je crois que c'était le 18 mars. On a eu une journée extrêmement hétérogène. Imaginez un instant avec une seule mesure PM2.5 par rapport à ce que vous obtenez ici, et encore aujourd'hui on n'avait pas toute la flotte installée, on était à peu près à un tiers de la flotte dont on dispose aujourd'hui. Donc c'est vous dire un petit peu que oui, une ville comme Paris est hétérogène, mais c'est vrai partout, c'est ce qu'on va découvrir avec la communauté de communes à la métropole européenne de Lille, et ce qu'on va découvrir aussi en Haute-Savoie en mettant des voitures un peu partout. La pollution est extrêmement hétérogène. Alors, le gong a retenti, mais puisque tu as parlé de Serge Auru et de la stratégie parisienne, tu as encore quelques minutes, disons 3. Alors je termine. Donc ces outils qui vont être vraiment à disposition des ASCA et des différentes villes et qu'on espère vraiment pouvoir vous apporter très rapidement. En temps réel, vous voyez très bien effectivement ce qu'on appelle les points chauds, voire les points noirs dans certains quartiers. Je vous remercie de ne pas prendre de photos parce qu'il y a des endroits que vous connaissez. On est beaucoup plus intéressé par ce qui arrive au bout de 90 jours par exemple, parce que vous voyez que vous avez vraiment des points qu'on appelle des hotspots chroniques. Alors ce sont des données aussi qui ne seront pas rendues publiques avant qu'on ait commencé à traiter ce problème-là, de façon à ne pas affoler Henri IV ou pas affoler Sainte-Geneviève. Et puis en fait, plus vous avancez, là vous voyez en bas à gauche, qu'on est sur 365 jours, et vous voyez à ce moment-là que on arrive à avoir vraiment des données extrêmement intéressantes. Alors il y a par exemple l'entrée des taxis à l'Hôtel Dieu qui sont tous diesel, on a l'entrée des masters de police à la préfecture qui sont effectivement tous diesel, on voit même les terrasses de café avec les PM2.5, on voit des tas de choses, des carrefours qui sont mal réglés, donc ce sont des données qui n'existaient pas jusqu'à présent et que l'on est en train d'exploiter. Je ne vous mets pas en film vidéo, mais vous avez ici sur la place rouge, nous avons identifié 300 bouches d'aération de la RATP qui n'étaient pas filtrées. Je ne vous communiquerai même pas les taux qui sont mesurés sur ces bouches-là, où les enfants et les touristes dansent allègrement. Même chose, on a identifié que le long des canaux, il y avait des bateaux. On est un des rares pays qui a encore du fioul lourd. Ne me demandez pas pourquoi. Pour moi, c'est un mystère. Donc, mais comme a dit Anne Hidalgo, un problème à la fois. On va d'abord s'occuper du diesel voiture, on verra après pour le fuel des bateaux. Mais on a découvert en surfant qu'on avait effectivement des phénomènes assez surprenants. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà la situation. Vous avez ici devant vous un laboratoire qu'on voudrait partager avec vous, parce qu'on ne pourra réussir que si Paris participe une fois de plus avec Marseille, avec Nice, avec d'autres villes, y compris bien sûr sur le plan international. Là, on a la plus forte densité occidentale. C'est quelque chose qui n'est pas connu. 22 000 habitants au kilomètre carré, et on a surtout le système de santé le plus inclusif. Aux États-Unis, vous avez un cancer, vous n'avez pas d'assurance, tant pis, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais ici, on va traiter, on va forcément chercher. Donc on a aussi une population qui est très grégaire. Quand vous êtes à Paris, quand vous avez un appartement dans le 16e, c'est que votre grand-mère en avait un. Donc on peut suivre les populations au long cours et on va avoir des données extrêmement intéressantes. Voilà, je termine. Elle s'en est pris plein la tête, hein. Honnêtement, ça a été un choix qu'elle n'a jamais regretté, mais qu'il a fallu assumer. C'est vrai que s'attaquer au diesel et à la pollution urbaine, c'était quand même très risqué. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, je passe la parole à Jacques. Tout ce qu'on a fait a été suivi d'une façon très régulière par une petite start-up qui s'appelle Google, je crois. Et ils ont annoncé à San Francisco qu'ils arrivaient plein pot avec quelque chose de comparable et à la fois comparable et différent, mais en tout cas, le message que je voudrais faire passer, j'espère que Jacques le fera passer le même, c'est que si la filière qualité de l'air en Europe ne s'organise pas, nous serons tous Google. Bon, bravo Eric, merci beaucoup. Et si vous voulez un flyer sur Pollutrak, il est là.